Au cœur de l'Antiquité, une machine de guerre sans précédent a dominé le monde méditerranéen pendant près de 1000 ans. L'armée romaine n'était pas simplement une force militaire parmi d'autres. Elle représentait un système si perfectionné, si redoutable dans son organisation et sa discipline, qu'elle a conquis et maintenu l'un des plus vastes empires que l'humanité ait jamais connus. De la péninsule italienne aux côtes de Britannia, des déserts d'Afrique du Nord aux forêts de Germanie, les légions ont imposé leurs lois avec une efficacité qui fascine encore aujourd'hui les historiens militaires. Mais qu'est-ce qui rendait cette armée si supérieure à toutes les autres forces de son époque? La réponse ne se trouve pas dans un seul élément magique, mais dans une combinaison mortelle de facteurs qui, mis ensemble, créaient une supériorité écrasante sur n'importe quel champ de bataille. Tout commence avec Romulus, selon la légende, au 8e siècle avant notre ère. Le fondateur de Rome aurait créé les premières légions en s'inspirant de la phalange grecque, cette formation compacte de guerriers armés de longues lances. Les 3 tribus originelles de Rome fournissaient chacune 1000 fantassins et 100 cavaliers, formant une armée de 3300 hommes. C'était le début d'une tradition militaire qui allait révolutionner l'art de la guerre. Mais l'organisation initiale était rudimentaire. Les citoyens romains s'équipaient eux-mêmes selon leurs richesses. Les plus fortunés pouvaient s'offrir une armure complète et rejoindre la cavalerie. Les moins riches formaient l'infanterie avec un équipement plus léger. Cette armée de citoyens soldats ne se rassemblait que pour les campagnes d'été, retournant ensuite aux champs pour les moissons. Le 6e roi de Rome, Servius Tullius, introduisit une première grande réforme. Il divisa la population en 5 classes selon la richesse, chaque classe fournissant des soldats avec un équipement correspondant à leurs moyens. La première classe, la plus riche, portait l'armement complet du légionnaire. Les classes inférieures avaient des équipements de plus en plus légers. Cette organisation permettait de mobiliser l'ensemble du corps civique tout en maintenant une hiérarchie claire sur le champ de bataille. Pendant les guerres puniques contre Carthage, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine subit une transformation majeure. La légion fut réorganisée en manipules, des unités de 60 à 80 hommes, beaucoup plus flexibles que la phalange traditionnelle. Chaque légion comptait alors 30 manipules, soit environ 4200 hommes. Cette nouvelle organisation permettait des manœuvres que les phalanges rigides des Grecs et des Macédoniens ne pouvaient pas réaliser. Les soldats étaient divisés en 3 lignes selon leur expérience. Les hastati, les plus jeunes, formaient la première ligne et encaissaient le choc initial de l'ennemi. Les principes, d'âge mûr et plus expérimentés, constituaient la 2e ligne. Enfin, les triarii, les vétérans, formaient la 3e ligne, intervenant seulement quand la situation devenait critique. Cette organisation en profondeur donnait à la Légion une résilience exceptionnelle. Même si la première ligne fléchissait, 2 autres lignes fraîches attendaient en réserve. En 107 avant Jésus-Christ, un général nommé Caius Marius allait transformer définitivement l'armée romaine. Confronté à la nécessité de lever des troupes pour combattre le roi numide Jugurtha en Afrique, puis les hordes de Cimbres et de Teutons qui menaçaient l'Italie, Marius prit une décision révolutionnaire. Il supprima le cens, cette exigence de propriété qui limitait le recrutement aux citoyens possédant des terres. Du jour au lendemain, les prolétaires, ces citoyens pauvres sans terre ni fortune, purent s'engager dans l'armée. C'était un changement radical dans une société où seuls les propriétaires avaient jusqu'alors le droit et le devoir de défendre la République. Mais Marius comprenait que Rome avait besoin d'une armée permanente, professionnelle, capable de mener des campagnes longues et lointaines sans que les soldats s'inquiètent de leurs récoltes abandonnées. Les conséquences furent immédiates et profondes. Les légionnaires n'étaient plus des citoyens temporairement sous les armes, mais des soldats de métier engagés pour 16 à 20 ans. L'État fournissait désormais l'équipement standardisé. Le casque en fer, la cuirasse segmentée appelée lorica segmentata, le grand bouclier rectangulaire scutum, le glaive court gladius pour le corps à corps et 2 javelots lourds pila. Marius uniformisa également l'organisation des légions. Fini les distinctions entre hastati, principes et triarii. Tous les légionnaires portaient maintenant le même équipement et recevaient le même entraînement. La Légion passa d'un effectif variable de 4000 à 5000 hommes à un standard de 6000 soldats,
organisées en 10 cohortes de 600 hommes chacune. Chaque cohorte se divisait en 6 centuries de 80 à 100 hommes, commandées par un centurion. Une autre innovation majeure concernait la logistique. Auparavant, les légions dépendaient de longs trains de chariots pour transporter leur matériel. Ces convois lents et encombrants constituaient une faiblesse exploitable par l'ennemi. Marius élimina ce problème en redistribuant le matériel collectif sur chaque légionnaire. Désormais, chaque soldat portait non seulement son équipement personnel d'environ 20 kg, mais aussi sa part du matériel de campagne, outils de terrassement, marmites, rations pour 17 jours, piquets de tente. Le total atteignait près de 40 kg. Les soldats furent rapidement surnommés les mules de Marius, mais cette charge leur donnait une autonomie sans précédent. Une légion pouvait maintenant se déplacer rapidement sans être ralentie par des chariots. Seules 2 mules par groupe de 8 hommes transportaient les équipements les plus lourds, comme la tente et la meule à grains. Cette mobilité nouvelle donnait aux Romains un avantage opérationnel considérable, leur permettant de concentrer leurs forces plus vite que n'importe quel ennemi. Marius introduisit également un symbole qui allait devenir légendaire, l'aigle de la Légion. Chaque légion reçut une enseigne surmontée d'une aigle d'argent tenant un foudre dans ses serres. Cet étendard devint sacré pour les légionnaires. Le perdre au combat était la pire des hontes. Les soldats se battaient jusqu'à la mort pour protéger leur aigle, créant un esprit de corps et une cohésion qui transcendait les liens individuels. La réforme de Marius eut une conséquence imprévue mais cruciale. Les légionnaires, désormais des professionnels payés par leur général, développèrent une loyauté personnelle envers leur commandant plutôt qu'envers la République. Ils attendèrent de leur général non seulement leur solde, mais aussi leur part de butin et surtout des terres à la fin de leur service. Cette dynamique nouvelle créa des armées fidèles à des généraux ambitieux comme Sylla, Pompée et Jules César, ouvrant la voie aux guerres civiles qui allaient déchirer Rome. Un légionnaire romain ne naissait pas soldat d'élite. Il le devenait au prix d'un entraînement d'une rigueur implacable. Dès leur incorporation, les recrues subissaient un programme qui transformait des civils ordinaires en combattants professionnels capables d'affronter n'importe quel adversaire. L'entraînement physique formait la base. Les légionnaires marchaient par cycle d'1 heure, 50 minutes d'effort suivis de 10 minutes de repos. La cadence normale était de 5 km en 50 minutes, maintenue pendant 5 à 7 heures par jour. Cette vitesse, supérieure à celle de toutes les autres armées antiques, ne fut égalée qu'à l'époque de la Révolution française. En cas d'urgence, la Légion pouvait passer en cadence accélérée, parcourant 7 km et 200 mètres en 50 minutes, parfois pendant 8 ou 9 heures d'affilée. Cette rapidité de déplacement donnait aux Romains un avantage stratégique massif. Ils pouvaient concentrer 2 fois plus de troupes que l'ennemi sur un point donné avant que celui-ci puisse réagir. Une légion en marche forcée couvrait plus de 30 km en une journée, permettant de porter secours à une autre légion attaquée ou de saisir une position stratégique avant l'adversaire. Mais les marches n'étaient qu'une partie de la préparation. Les légionnaires s'entraînaient quotidiennement au combat contre des poteaux de bois plantés en terre, appelés palis. Chaque soldat pratiquait les mêmes mouvements des centaines de fois, coups de bouclier pour déséquilibrer l'adversaire, puis estocade du glaive vers l'abdomen ou la gorge. Le glaive romain, contrairement aux épées longues des barbares conçues pour trancher, était optimisé pour percer. Une pointe de 200 cm enfoncée dans le corps tuait plus sûrement qu'une entaille, même profonde. L'entraînement utilisait des armes lestées, pesant le double des armes réelles. Les recrues s'exerçaient avec des boucliers en bois beaucoup plus lourds que le scutum standard et des glaives en bois plus massifs que le gladius. Quand un légionnaire passait ensuite aux armes véritables, celles-ci lui semblaient légères, permettant des mouvements plus rapides et plus précis. Les formations collectives étaient répétées jusqu'à devenir des réflexes. La tortue, où les soldats formaient une carapace continue de boucliers au-dessus et autour d'eux, leur permettait d'avancer sous une pluie de projectiles ennemis. Le carré, pour repousser les charges de cavalerie en présentant un mur de javelots et de boucliers dans toutes les directions. Le coin, une formation triangulaire utilisée pour percer les lignes adverses. Chaque légionnaire devait connaître instantanément sa position dans ces formations et y passer sans hésitation au commandement. Les centurions, ces officiers expérimentés issus du rang,
dirigeait l'entraînement avec une discipline de fer. Un centurion commandait environ 80 hommes et répondait de leur efficacité au combat. Les meilleurs centurions étaient promus au rang de primus pilus, commandant la première centurie de la première cohorte, l'unité d'élite de chaque légion composée des soldats les plus aguerris. Les légionnaires apprenaient également à construire un camp fortifié chaque soir de campagne. Cette tâche, effectuée même en territoire ami, suivait toujours le même plan standardisé. Les soldats creusaient un fossé et érigeaient une palissade de pieux, créant un périmètre défensif d'environ 23 hectares. À l'intérieur, les tentes suivaient une disposition fixe, permettant à chaque homme de retrouver instantanément sa place même dans l'obscurité. Cette routine quotidienne servait aussi d'entraînement aux travaux de siège. Au-delà des compétences physiques et techniques, l'armée romaine cultivait la résistance mentale. Les instructeurs créaient délibérément des situations de combat réalistes avec une intensité et une complexité croissantes. Les recrues apprenaient à contrôler leur peur, à rester opérationnels même sous un stress extrême. La formation et l'action coordonnée en unité étaient martelées sans relâche. Un légionnaire isolé était vulnérable. 10 légionnaires combattant ensemble en formation serrée étaient pratiquement invincibles. Cette préparation intensive transformait des hommes ordinaires en une force redoutable. Un légionnaire romain moyen surpassait largement n'importe quel guerrier ennemi en combat individuel grâce à son entraînement supérieur. Mais plus important encore, les légionnaires savaient combattre comme une seule entité, chaque homme couvrant son voisin, maintenant la formation même sous les assauts les plus violents. La puissance de l'armée romaine ne résidait pas seulement dans l'entraînement individuel de ses soldats, mais dans une discipline collective qui faisait de chaque légion un organisme unique obéissant à une volonté centrale. Cette discipline se maintenait par un système de récompenses et de punitions d'une rigueur absolue. Les récompenses flattaient l'orgueil du légionnaire. Un soldat valeureux recevait des éloges publics devant ses camarades, une reconnaissance qui comptait énormément dans une culture militaire basée sur l'honneur. Les actes de bravoure exceptionnels valaient des décorations, colliers, médailles, bracelets d'honneur. Les plus braves recevaient des armes d'honneur et des couronnes, portées lors des cérémonies officielles. Pour les officiers et les généraux, les récompenses atteignaient des sommets. Un général victorieux recevait le titre d'impérator. Le Sénat pouvait lui accorder des prières publiques et l'ovation, une entrée solennelle dans Rome. La récompense suprême était le triomphe, où le général victorieux entrait dans la ville éternelle monté sur un char tiré par 4 chevaux blancs, défilant avec son armée à travers les rues bondées jusqu'au temple de Jupiter Capitolin, exhibant son butin et ses prisonniers de guerre. Mais cette générosité dans les récompenses s'accompagnait d'une sévérité impitoyable envers les fautes. La désertion, la lâcheté, le vol, l'insubordination étaient punis avec une brutalité qui servait d'exemple. La punition collective la plus redoutée était la décimation. Quand une unité entière avait failli, par exemple en fuyant devant l'ennemi, un homme sur 10 était tiré au sort et exécuté par ses propres camarades à coups de bâton. Cette sanction terrible créait une solidarité forcée. Chaque légionnaire savait que la lâcheté d'un seul pouvait condamner 9 innocents. Pour les fautes individuelles, les peines variaient selon la gravité. Le vol dans le camp valait des coups de bâton publics. La désertion menait à la pendaison ou à la décapitation. Un légionnaire qui abandonnait son poste pendant la garde nocturne était lapidé à mort par ses camarades. Ces châtiments n'étaient pas exceptionnels, mais appliqués systématiquement, créant une culture où l'obéissance et la loyauté n'étaient pas des options, mais des nécessités absolues de survie. La hiérarchie militaire romaine était parfaitement claire et rigoureusement respectée. Au sommet de chaque légion, le légat, généralement un sénateur nommé par Rome, commandait l'ensemble. 6 tribuns militaires, officiers supérieurs issus de l'ordre équestre ou sénatorial, l'assistaient dans les tâches administratives et tactiques. L'un d'eux, le tribun à large bande pourpre, servait de commandant en second. Mais l'épine dorsale de l'armée romaine, ce qui en faisait vraiment une force redoutable, c'étaient les centurions. Ces officiers expérimentés, souvent issus du rang après des années de service exemplaires, commandaient les centuries et assuraient que les ordres étaient exécutés à la lettre.
Un bon centurion connaissait intimement chacun de ses hommes, leurs forces et leurs faiblesses. Il menait par l'exemple, combattant en première ligne, partageant les mêmes dangers que ses soldats. Les centurions portaient leur équipement distinctif avec fierté. Le casque avec un plumet transversal rouge, la vigne, un bâton de commandement utilisé pour frapper les soldats trop lents ou indisciplinés, et leurs décorations gagnées au fil des campagnes. Le primus pilus, le centurion de premier rang de la première cohorte, était l'officier le plus respecté de toute la Légion, parfois consulté même par le légat pour les décisions tactiques cruciales. Cette structure hiérarchique permettait une communication efficace du sommet à la base. Les ordres passaient du légat au tribun, des tribuns aux centurions, des centurions aux soldats. Sur le champ de bataille, où le bruit rendait les ordres vocaux impossibles, un système sophistiqué de signaux par corps et par drapeau transmettait les commandements. Les légionnaires apprenaient à reconnaître instantanément chaque signal et à agir en conséquence. La discipline romaine créait une prévisibilité opérationnelle. Un général savait exactement ce que chaque unité pouvait accomplir et combien de temps cela prendrait. Cette certitude permettait des manœuvres complexes, en pleine bataille, coordonnant plusieurs légions avec une précision que les armées ennemies, même les plus courageuses, ne pouvaient égaler. Sur le champ de bataille, l'armée romaine déployait un arsenal tactique qui s'adaptait à chaque ennemi et à chaque terrain. Cette flexibilité, combinée à la discipline et à l'entraînement, rendait les légions pratiquement imbattables dans les conditions favorables. La formation de base plaçait la légion sur 3 lignes en quinconce, chaque cohorte présentant ses manipules décalées par rapport à ceux des lignes adjacentes. Cette disposition permettait aux unités de se replier à travers les intervalles sans briser la formation globale. Les troupes légères et la cavalerie opéraient sur les ailes pour protéger les flancs et empêcher les mouvements tournants ennemis. Au début d'une bataille, les Romains lançaient leurs pilas, ces javelots lourds conçus avec une ingéniosité redoutable. Marius avait modifié leur construction, remplaçant l'un des 2 rivets de fer fixant la pointe métallique à la hampe par une cheville en bois fragile. Quand le pilum se fichait dans le bouclier ennemi, la cheville se brisait, la hampe se courbait et traînait au sol tout en restant attachée au bouclier par sa pointe tordue. L'adversaire ne pouvait ni l'arracher, ni utiliser son bouclier devenu inutilisable, le forçant à le jeter. Cette première volée de javelots, lancée à 20 ou 30 mètres, créait le chaos dans les rangs adverses. Boucliers percés, hommes blessés, formation déstabilisée. C'est à ce moment que les légionnaires dégainaient leurs glaives et chargeaient. Le choc était dévastateur. Les soldats romains utilisaient leurs boucliers comme une arme, frappant le visage de l'ennemi avec l'umbo métallique central, puis enfonçant la pointe du glaive dans l'abdomen exposé. Le combat au glaive privilégiait les coups d'estoc rapides plutôt que les grands moulinets de taille. Un légionnaire en formation serrée n'avait pas l'espace pour de larges mouvements, mais il pouvait porter des estocades mortelles depuis la protection de son bouclier. Cette technique était mortellement efficace. Comme l'écrivait l'historien Polybe, un coup de pointe pénétrait profondément dans le corps, causant des blessures internes fatales, tandis qu'une entaille, même profonde, pouvait être moins grave. La formation des légionnaires créait un mur de fer quasi impénétrable. Chaque somme occupait un espace d'environ 90 cm, suffisant pour manœuvrer son bouclier et son glaive, mais assez serré pour qu'aucun ennemi ne puisse s'infiltrer. Dans cette formation, les soldats de première ligne combattaient intensément pendant quelques minutes, puis se retiraient rapidement par les intervalles pour laisser place à des hommes frais de la ligne suivante. Cette rotation constante maintenait une pression continue sur l'ennemi tout en évitant l'épuisement des troupes de choc. Les Romains avaient développé des formations spécialisées pour chaque situation. Face à une charge de cavalerie, ils formaient le carré, tenant leurs pilas comme des lances entre leurs boucliers, se tenant épaule contre épaule. Cette formation hérissée de pointes arrêtait net les charges les plus furieuses. Les chevaux refusaient de percuter ce mur infranchissable. Pour les sièges, les légionnaires utilisaient la tortue. Les soldats en formation rectangulaire levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête en les imbriquant, créant une carapace continue. Ceux sur les côtés extérieurs tenaient leurs boucliers verticalement pour protéger les flancs. Sous cette protection quasi imperméable, la formation pouvait avancer vers les murailles ennemies malgré les pluies de flèches et de projectiles. Les légionnaires transportèrent même des béliers sous la tortue, démolissant les portes tout en restant protégés.
L'infanterie romaine savait également combattre en terrain difficile. Contrairement à la phalange macédonienne, qui nécessitait un terrain plat et dégagé, les légions pouvaient manœuvrer sur des pentes, dans des forêts, même dans des ruines urbaines. La bataille de Cynocéphale, en 197 avant Jésus-Christ, illustra parfaitement cette supériorité. Sur un terrain accidenté, la phalange macédonienne se disloqua, ses longues sarysses devenant inutilisables. Les légionnaires s'engouffrèrent dans les brèches, massacrant les phalangistes qui n'avaient qu'un équipement défensif minimal une fois leurs lances contournées. Les Romains excellaient également dans l'art du siège. Leurs ingénieurs construisaient des tours de siège, des béliers, des catapultes et des balistes. Ils pouvaient ériger des remparts en quelques jours, creuser des fossés profonds, bâtir des ponts pour traverser les rivières. Cette capacité technique donnait aux légions une polyvalence unique, capable aussi bien de batailles rangées que de sièges prolongés. La clé de toutes ces tactiques résidait dans la communication. Les généraux romains utilisaient un système complexe de signaux sonores et visuels. Les corps sonnaient différentes notes pour transmettre les ordres: avancer, reculer, changer de formation, attaquer. Les porte-enseignes agitaient leurs étendards selon des codes précis. Un légionnaire entraîné reconnaissait instantanément chaque signal et réagissait automatiquement, même dans le chaos assourdissant de la bataille. Cette maîtrise tactique permettait aux Romains d'exécuter des manœuvres complexes en plein combat. Un général pouvait faire pivoter toute une légion, envoyer des renforts là où la ligne faiblissait, lancer une contre-attaque sur un flanc exposé. Les armées ennemies, même nombreuses et courageuses, combattaient souvent de manière désordonnée, sans coordination réelle. Face à la machine bien huilée des légions romaines, cette infériorité tactique se révélait généralement fatale. Une armée ne vaut que ce que sa logistique lui permet d'accomplir. Les Romains l'avaient compris mieux que quiconque. Leur système d'approvisionnement, de ravitaillement et de construction était si sophistiqué qu'il permettait à leurs légions de mener des campagnes prolongées à des milliers de kilomètres de Rome, maintenant leur efficacité pendant des mois, voire des années. Le réseau routier romain formait l'artère principale de ce système. Les voies romaines, construites pour durer des siècles, permettaient aux légions de se déplacer rapidement à travers tout l'Empire. Ces routes pavées, droites autant que le terrain le permettait, drainées par des fossés latéraux, restaient praticables par tous les temps. Une légion pouvait marcher 40 km par jour sur ces voies, une vitesse que les armées ennemies utilisant des chemins de terre ne pouvaient égaler. Le long de ces routes, Rome établissait des dépôts de ravitaillement stratégiques. Ces entrepôts stockèrent de la nourriture, des armes, des provisions médicales, tout ce dont une armée en campagne pouvait avoir besoin. Un général romain planifiant une expédition savait exactement où il pourrait réapprovisionner ses troupes, calculant ses étapes en fonction de la distance entre ses dépôts. Chaque légionnaire portait 17 jours de ration dans son pactage. La nourriture de base était simple mais nutritive. 1 kg de pain par jour, complété par 100 g de lard ou de fromage, et un demi-litre de vinaigre dilué, essentiellement du vin coupé à l'eau qui servait de boisson désaltérante. Cette autonomie permettait à une légion de rester opérationnelle pendant plus de 2 semaines, sans ravitaillement externe. Au-delà de cette période, l'armée vivait sur le pays conquis. Les Romains pratiquaient la réquisition systématique, prenant ce dont ils avaient besoin dans les territoires traversés. En territoire ennemi, ces emprunts forcés, comme les appelait pudiquement Jules César, constituaient essentiellement du pillage organisé. Mais même en territoire allié, Rome exigeait que les populations locales nourrissent les troupes de passage, souvent avec des compensations dérisoires ou inexistantes. Cette capacité à maintenir des lignes d'approvisionnement continues donnait à Rome une endurance remarquable lors de sièges ou de campagnes prolongées. Quand Jules César assiégea Alésia pendant près de 2 mois, ses légions construisirent 40 km de fortifications doubles, maintenant un blocus hermétique tout en se nourrissant et en restant combative. Cette prouesse logistique autant que militaire brisa définitivement la résistance gauloise. Chaque légion comptait dans ses rangs des spécialistes non combattants essentiels. Les ingénieurs concevaient et supervisaient les constructions, ponts, routes, camps, machines de siège. Les artisans fabriquaient et réparaient les armes et les équipements. Les médecins soignaient les blessés,
une attention inhabituelle pour l'époque qui améliorait considérablement les taux de survie et le moral des troupes. La construction du camp quotidien illustrait parfaitement l'organisation romaine. Chaque soir, même en territoire ami, la Légion érigeait un camp fortifié suivant toujours le même plan standardisé. Les légionnaires, avec leurs outils de terrassement portés dans leur paquetage, creusaient un fossé périmétrique d'environ 1,80 m de profondeur. La terre excavée formait un remblai sur lequel ils plantaient des pieux pointus transportés avec eux, créant une palissade défensive. L'intérieur du camp suivait une disposition invariable. Les tentes s'organisaient selon un quadrillage régulier, les voies principales se croisant à angle droit au centre où se dressait le praetorium, la tente du commandant. Cette standardisation permettait à chaque homme de retrouver instantanément sa place, même dans une légion qu'il ne connaissait pas. Un messager arrivant dans le camp pouvait localiser n'importe quelle unité sans indication. Cette routine quotidienne servait un double objectif. Elle protégeait la légion contre les attaques nocturnes et elle maintenait les soldats entraînés aux travaux de siège. Creuser, construire, ériger des fortifications devenait une seconde nature. Quand venait le moment d'assiéger une ville ennemie, les légionnaires possédaient déjà toutes les compétences nécessaires. L'approvisionnement en eau constituait un autre défi logistique majeur. Les Romains choisissaient toujours leur camp près de sources ou de rivières. Si nécessaire, ils creusaient des puits. Les ingénieurs romains maîtrisaient les techniques d'adduction d'eau, construisant des aqueducs temporaires pour alimenter des camps de longue durée. Cette supériorité logistique donnait aux Romains la capacité de mener des guerres d'usure contre des adversaires plus nombreux. Quand Hannibal ravageait l'Italie après Cannes, Rome refusa toute bataille rangée, adoptant la stratégie du cunctator, le temporisateur Fabius Maximus. Les légions romaines suivaient l'armée carthaginoise, harcelant ses arrières, coupant ses lignes d'approvisionnement. Hannibal gagnait les batailles, mais Rome gagnait la guerre en épuisant progressivement l'envahisseur isolé. Cette patience stratégique, cette capacité à absorber les coups et à poursuivre la lutte année après année, s'appuyait entièrement sur une logistique supérieure. Rome pouvait reconstituer ses armées, réapprovisionner ses légions, maintenir la pression indéfiniment. Ses ennemis, même victorieux tactiquement, finissaient par s'épuiser, leurs ressources s'amenuisant jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus continuer le combat.